Dimanche 7 octobre 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari, une édition qui nous débutons avec un mot de la politique. Les femmes amies et sympathisantes du feu Moumouni Adamou Jarmokoy et Moussa Moumouni Jarmokoy se sont donné rendez-vous ce matin à la place Jarmokoy, connue sous le nom du rond-point Église ce matin, où elles ont rendu publique une déclaration. Dans cette déclaration, ces femmes ont dénoncé la situation dans laquelle végète le parti du consensus. Le résumé avec Nassar Dantofo et Sadouni. Solennelle, elle est, et symbolique également. Les femmes amies et sympathisantes du fait Moumouni Adamou Jarmokoy et fait Moussa Moumouni Jarmokoy ont choisi la place dédiée au père fondateur de leur parti ANDP Zamalaya pour rendre publique cette déclaration afin de dénoncer un certain nombre de travers que vit leur parti. Refusant de regarder mourir notre parti dans le silence, refusant d'accepter la vraie fausse réunion du bureau politique national du 5 août 2018 et toutes les décisions qui ont consacré l'exclusion de bon nombre de nos camarades militants et militantes et le décès du credo de notre parti, notre cher consensus. Refusant de cautionner la mascarade du congrès du 8 septembre 2018. Rejetant avec la plus grande fermeté l'exclusion de notre cher camarade, la fille de Feu Moumouni Adamou Jarmokoy, père fondateur de notre cher parti ANDP Zamalaya. Ce parti que nous a laissé notre très cher regretté père fondateur, paix à son âme, n'est pas un parti de clan, d'exclusion, ni un parti où une personne décide de la vie ou de la mort politique de ses camarades. Pour ces femmes, l'ANDP reste et demeure un parti de consensus, comme l'a toujours prôné son fondateur de son vivant. Nous sommes un parti de masse, de paix, de compréhension mutuelle et nous sommes le parti du consensus qui, dans son passé, a sauvé de la mort politique plus d'un au Niger. Nous, femmes, ne pouvons pas rester silencieuses et regarder la mémoire et les idéaux du père fondateur bafouer et mourir à petit feu. Nous ne pouvons pas rester à regarder et laisser la gestion du patrimoine du père fondateur entre les mains d'individus qu'il avait lui-même décrit comme la cause de l'éclatement de ce parti. C'est pourquoi nous exigeons le retour à la sérénité entre tous les bords, la convocation d'une réunion extraordinaire du bureau politique national sous l'égide d'un médiateur neutre pour décider d'un commun accord sur la base du consensus avec toutes les filles et fils de notre cher grand parti et de son avenir. Paix à ton âme, Moumouni Adamou Jarmokoy, affectueusement appelé père fondateur PF. Nous ne laisserons pas mourir l'héritage que tu nous as légué. Ta mort héroïque ne sera pas vaine, Inch'Allah. Le combat continuera, affirment les femmes amies et sympathisantes de Feu Moumouni Adamou Jarmokoy et Feu Moussa Moumouni Jarmokoy jusqu'à ce que le parti retrouve sa sérénité d'antan. Comme chaque année, le 5 octobre est célébré à travers le monde la journée des enseignants au Niger. Cette journée a été célébrée le 5 octobre dernier à travers la fondation Tatali Nyali de la première dame, Dr Lalla Malika. À cette occasion, plusieurs personnes ont été décorées par le président de la République au palais de la présidence pour avoir rendu service à la nation. Le résumé dans cet élément. Au nom de la République, nous faisons officier. Rendre à César ce qui lui appartient, c'est ce qu'a tenu à faire le président de la République. En effet, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, le président Issoufou Mahamadou, qui s'est retrouvé en face de certains de ses enseignants, a décoré tous ceux qui se sont donnés ou qui se sont fait distinguer de l'enseignement au Niger d'une part, et ceux qui ont contribué à la valorisation de la fonction des enseignants d'autre part. Je voudrais dire que plus que jamais, le Niger a besoin de vous pour assurer à ses enfants une scolarisation de qualité. Le Niger a besoin de vous
pour retenir tous nos enfants, notamment les jeunes filles, à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Le Niger a besoin de vous pour baliser, je dirais, sa marche vers le bien-être et l'égalité, y compris l'égalité du genre. Le Niger a besoin de vous pour que l'école soit un ascenseur social. Quant aux récipiendaires, n'ont pas caché leurs sentiments. Occasion également pour certains de se rappeler de certains événements. Être décoré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, est un immense honneur. C'est aussi une preuve que nous avons été utiles à notre pays. Nous en sommes fiers, très fiers. Et nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'honneur qu'il vient de nous faire. En 1962, on m'affecte à Elela. Justement, je suis tombé dans la classe où se trouve Mohamed Issou, au CE2. Je me rappelle qu'un jour, Alhaji Daouri Faliki était parti à Niamey, il m'a confié sa classe CM1. Les élèves du CM1, je leur ai donné un maths, ils n'ont pas pu faire ça. Alors je suis parti, j'ai dit, attendez, j'arrive. J'ai amené Mohamed Issou. J'ai dit, Mohamed Issou, il faut me corriger ce maths-là. En un rien d'état, il m'a corrigé ce maths. Et les élèves du CM1 étaient surpris. M. Bouji Rafini, qui a été mon élève, a été un des meilleurs élèves. Il a été toujours irresponsable. Je me souviens encore, une fois j'ai quitté Agadez pour 18 jours, c'est lui qui a gardé ses camarades en classe jusqu'à mon retour. Cette initiative louable émane de la Fondation Tattali Yali du Dr Lalla Malika. La vision de la Fondation Tattali Yali à travers cette activité, c'est d'avoir un système éducatif performant visant à redonner à l'école nigérienne ses lustres d'antan pour qu'elle redevienne un lieu de socialisation de l'enfant, un lieu de partage et de transmission du savoir-être et du savoir-faire. Excellence, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de partager cette vision. L'édition 2018 de la Journée mondiale des enseignants est célébrée sous le thème « Enseignants formés, engagés et motivés pour une éducation de qualité ». Actualité sur le front social. À présent, ils étaient nombreux hier les citoyens qui ont répondu à l'appel du cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne dans le cadre de la 20e journée d'action citoyenne contre la loi de finances 2018 et même 2019. Cette 20e journée a coïncidé avec la libération des autres acteurs de la société civile nigérienne arrêtés à la suite de la manifestation du 15 avril dernier. Michael Zodi, Diori Ibrahim et Karim Tonko étaient sur le podium hier. Reportage Abdrazak Hamidou Léou. De la place Toumon à la place de la concertation, c'est une immense foule qui a battu le pavé ce samedi à l'occasion de cette 20e journée d'action citoyenne contre la loi de finances 2018. Une 20e sortie pour dire non à certaines mesures jugées antisociales contenues dans la loi de finances 2018. C'est la première post-libération de Michael Zodi, Diori Ibrahim et Karim Tanko, acteurs de la société civile détenus depuis 6 mois. De vous être mobilisés et de continuer aussi à vous mobiliser pour exprimer le mécontentement du peuple nigérien par rapport aux mesures injustes contenues dans la loi de finances 2018 et finalement reproduites de façon souvent majorée dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances 2019. Nous devons continuer à nous mobiliser encore davantage pour bouter hors de nos frontières l'ensemble des forces d'occupation qui écument notre pays et qui ne sécurisent personne. Au contraire, nous insécurisent et laissent notre fierté nationale, notre fierté en tant que peuple. Cela est inadmissible aujourd'hui, près de 60 ans après l'indépendance de notre continent.
exploitées pendant 5 siècles par ces forces-là, qu'elles reviennent aussi chez ces humiliations pour un peuple. Et nous devons être à mesure d'être dignes de les bouder hors de nos frontières. Et eux, et aussi les traîtres parmi nous qui leur permettent des petites fenêtres pour revenir et s'installer chez nous. En réussite et au bout de l'effort, soyons convaincus que c'est la lutte qui paie. C'est la lutte qui paie. Il n'y a personne d'autre qui peut nous sauver en tant qu'individu ou en tant que peuple nigérien en dehors de notre détermination collective et individuelle à nous battre pour faire asseoir l'état de droit et la démocratie de notre pays. Ces acteurs se disent être déterminés à continuer la lutte en saluant la forte mobilisation. Nous allons faire le procès de ça. Ceux qui ont effectivement créé les conditions pour faire l'abus de pouvoir, faire une utilisation malsaine de la justice pour embastir des camarades, introduire des dossiers là où il ne le faut pas, pour qu'on se retrouve pendant 6 mois et après qu'on constate que pour faire non constitué, on est obligé de nous relaxer. Donc on a fait des crédits de prison de 6 mois et ils ont un crédit de 6 mois. Nous on a des crédits de 4 mois. Donc notre compte prison a un crédit de 4 et 6 mois et nous pensons que les auteurs vont multiplier ça par 20, Inch'Allah. Pour rappel, sont toujours en détention Yahya Badamassi et Sadat Iliad Damalam qui continuent à garder prison dans la région de Zander. Et justement, comme chaque dimanche pour parler de cette lutte citoyenne, nous recevons sur ce plateau un des membres du cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile. Il s'agit de Moussa Tchangari. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation justement pour revenir sur le combat que vous êtes en train de faire depuis bientôt 1 an contre la loi des finances à 2018. Et avant, déjà le projet 2019 est sur la table de l'Assemblée nationale. Et vraiment, vous avez suivi la présentation de la semaine dernière avec le ministre des Finances. Et quelle est votre première réaction d'après la présentation du ministre des Finances de la loi des finances 2019, le projet, j'allais dire? Bon, ma première réaction, c'est d'abord, j'ai fait un premier constat, c'est que une des choses que nous avons eu à décrire dans la loi des finances 2018 a été finalement remise en question. C'est quoi cette chose? Il s'agit notamment de la suppression de la taxe sur les appels téléphoniques internationaux entrants, la TATI. Vous savez, la suppression de cette taxe-là a fait perdre à l'État du Niger au minimum une trentaine de milliards. C'était un cadeau vraiment fiscal important qui était fait aux compagnies de téléphonie. Parce qu'avec une trentaine de milliards, vous imaginez ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être des gens, pour créer des conditions en tout cas meilleures, ne serait-ce que dans le domaine de la santé par exemple. Donc on a décrié ça, le gouvernement a persisté pour maintenir son cadeau fiscal et a maintenu les autres mesures pour faire payer. C'est-à-dire ce qu'on perd là par la suppression, donc il faut le retirer avec les gens. Aujourd'hui, lui-même est revenu pour dire que en fait les compagnies de téléphonie n'ont pas tenu leurs promesses. Leur promesse était d'utiliser cet argent pour faire des investissements, pour améliorer la qualité des services. Il dit que les gens n'ont rien fait. Donc là, l'histoire vous a donné raison? Oui, l'histoire nous a donné raison. On savait et eux aussi le savaient plus ou moins. Donc s'ils ont fait là, c'est parce qu'ils voulaient faire des cadeaux à ces entreprises. Et des entreprises en fait qui ne respectent pas grand-chose ici. Hein. Tout le monde sait, les compagnies de téléphonie font beaucoup d'argent, etc. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'on constate, c'est que le gouvernement veut poursuivre sa politique d'austérité. Il veut continuer à faire la pression sur les citoyens ordinaires, les pauvres gens. Et c'est pour ça que déjà dans le projet, on voit qu'une des premières réformes que le gouvernement a introduites dans le projet, ça concerne l'impôt synthétique. Et là,
le gouvernement a relevé le pourcentage que cela doit représenter, a relevé donc le montant que les gens doivent payer. Parce que cet impôt existait déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il a augmenté. Donc, si on prend par exemple un secteur comme celui de transport, on voit par exemple un taximan qui paye 50 000 francs, va payer désormais 70 000 francs. Donc c'est une augmentation de 10 000 francs. Quelqu'un qui a un restaurant, n'est-ce pas, par exemple, quel que soit s'il gagne, si ça gagne ou pas, au minimum tu vas payer 150 000. Et on a vu aussi que désormais ils veulent caler les impôts là sur les chiffres d'affaires. Et par exemple, on voit que dans le domaine du commerce, ceux qui ont un chiffre d'affaires compris entre 0 et 1 million, n'est-ce pas, vont payer donc au minimum 30 000. Ça veut dire c'est sur le chiffre d'affaires. Donc, même si l'activité ne marche pas, si on vous connaît comme quelqu'un qui exerce une activité de commerce et qui réalise un chiffre d'affaires compris entre 0 et 1 million, vous allez payer 30 000. Donc ça veut dire que les taximans, les tabliers, etc., tous les petits, même les vendeurs là, vont devoir payer au minimum 30 000. Maintenant, ils ont créé deux catégories d'acteurs. Là, il y a les micro-entreprises et vous avez les petites entreprises. Les micros, c'est ceux qui font un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions. Et les autres, c'est ceux qui font un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions. C'est-à-dire compris entre 30 et voilà. Donc, et pour ces acteurs-là, on parle encore des chiffres d'affaires. Et si vous êtes dans le domaine du commerce, vous allez payer donc au minimum, quel que soit alpha en tout cas, ça ne doit pas être inférieur, par exemple, à 400 000 francs dans le domaine du commerce. Et si vous êtes dans le domaine de la prestation des services, ça ne peut pas être inférieur à 450 000. Donc, ils ont changé les grilles, parce qu'il y a deux tableaux qui sont dans le Code général des impôts. Vous avez le tableau C1, vous avez le tableau C2. Le tableau C1 concerne tout ce qui est donc les activités de transport et tout. Le tableau C2 concerne les restaurants, les débits des boissons. Donc, tout ça a été modifié. Ça, c'est concernant l'impôt synthétique. Donc, les petits opérateurs vont devoir payer. Parce que par le passé, ça s'appliquait surtout à des opérateurs d'une certaine envergure. Maintenant, ils ont élargi le nombre de personnes, de contribuables qui vont être concernés par cet impôt-là. Donc, on va prendre plus d'argent. Donc, je n'ai pas besoin de vous donner les détails. Maintenant, ils ont aussi créé une nouvelle taxe sur les activités financières. Donc, ça s'appelle la TAFI. Cette taxe donc va s'appliquer sur un certain nombre d'opérations. Parce qu'il y avait certaines opérations sur lesquelles on appliquait la TVA ou les activités financières, bancaires ou d'échange là, sur lesquels on appliquait par le passé, c'est la TVA qui s'appliquait. Donc maintenant, ils ont remplacé la TVA par une nouvelle taxe, dont le taux est de 18%. Donc, à part les activités qui précédemment déjà étaient exonérées de la TVA, donc toutes les autres vont être assujetties désormais à cette TAFI-là. Donc, toutes les opérations. Beaucoup d'opérations vont être concernées, à part, par exemple, les dépôts à terme, les crédits qu'un fonctionnaire prend pour avoir sa première maison, et puis les opérations sur les obligations les obligations et les bons des trésors, les activités de la BCAO. Donc ça va concerner aussi les gens, et donc ça va s'appliquer par exemple sur nos transactions, nos opérations bancaires. Bon. Beaucoup de gens, d'autant plus qu'ils ne détiennent pas de comptes, etc., vont trouver que c'est peut-être un peu éloigné, mais ça va concerner quand même toute une catégorie d'acteurs. Donc, je disais tantôt, la seule chose positive qu'on a vue, c'est qu'ils ramènent la TATI. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que les mesures
qui ont été prises antérieurement, notamment dans le cadre de la loi des finances 2018, à part donc la TATI qui a été restaurée, donc toutes les autres mesures demeurent. C'est-à-dire qu'elles vont s'appliquer en 2019 et vont probablement s'appliquer également en 2020. Donc, à vous entendre parler, la situation va encore donc, ça va être dur pour les Nigériens. Et actuellement, le projet est à l'Assemblée nationale. Qu'attendez-vous de la représentation nationale? Qu'attendez-vous des députés face à ce projet de loi? Bon, écoutez, ce qu'on attend des députés, c'est qu'ils prennent vraiment le temps de bien examiner et de se rappeler que les mesures prises déjà en 2018, les gens ont eu du mal à avaler ça. En tout cas, on ne les avale même pas. En ce qui nous concerne, nous continuons à protester, à réclamer ce que le gouvernement revienne sur ces mesures et qu'on essaye de s'asseoir donc pour voir en fait qu'est-ce qu'on va concrètement faire et de quelle façon on va faire. Donc ils doivent se rappeler ça et ils doivent se dire qu'actuellement encore ce que le gouvernement amène, ce n'est pas du tout acceptable. Il y a les mesures, mais il y a aussi la façon dont les ressources après sont réparties. Donc là, nous sommes en train de faire le travail d'analyse du projet et en comparant aussi à 2018 et aux années antérieures. Je peux vous assurer que c'est vraiment révoltant la façon dont les ressources sont allouées. Vous allez voir par exemple des secteurs importants et stratégiques pour un pays comme le Niger, comme le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Le budget est en régression par rapport à 2018. Et il faut aussi rappeler que les années antérieures également, c'est un budget qui ne progressait pas beaucoup. Il ne progressait même pas. C'est un des secteurs qui a été beaucoup affecté par le fait qu'on met beaucoup d'argent dans le domaine de la sécurité pour les résultats qu'on sait. Et donc, vous voyez par exemple des secteurs comme celui de l'éducation, de façon générale, c'est-à-dire que enseignement primaire, formation professionnelle, enseignement secondaire, enseignement supérieur, quand vous prenez le budget, la progression, elle est vraiment très très faible. Et alors que les besoins, c'est des secteurs dans lesquels les besoins ne font que progresser, vu que ne serait-ce que par le nombre de gens qui vont rentrer à l'école, n'est-ce pas? Mais bon, on voit bien comment c'est réparti. On voit aussi ce que ça représente par rapport au budget de façon générale. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, là, depuis 2011 que ces gens-là sont là, ils n'ont jamais pu allouer, même du point de vue des prévisions, 18% du budget au secteur de l'éducation. C'est la même chose pour la santé. Ils n'ont pas pu faire. Maintenant, quand on rentre à l'intérieur de ce budget également pour faire des analyses, on va se rendre compte que, en fait, au lieu de faire les allocations en tenant compte des besoins, des préoccupations des citoyens, eh bien, on fait une allocation n'importe comment. Je vous prends un exemple. Dans le domaine de la santé, tout le monde sait qu'un des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés, c'est la question de l'accès aux médicaments. Les médicaments qui sont taxés et tout, et les prix sont élevés. Bon, vous pouvez vous débrouiller peut-être pour avoir l'argent pour aller faire la consultation, mais une fois que vous êtes consulté, etc., on vous fait une prescription. Sur le médicament, qui est un enjeu, c'est aussi par exemple le référencement, c'est-à-dire que le transport des malades entre, par exemple, de prendre quelqu'un d'un village pour l'amener dans un centre important. Ce sont ces choses-là où certaines opérations, comme par exemple si on doit vous opérer, faire certains examens comme un scanner, c'est ça qui coûte cher. Alors, qu'est-ce que fait l'État? C'est-à-dire que ce qu'on dépense pour l'achat de médicaments, mais c'est complètement dérisoire. Et évidemment, vous savez que les soins, les médicaments, même quand on achète, ce n'est pas donné gratuitement. Donc, les gens ont des problèmes dans ce domaine. Mais qu'est-ce qu'on fait? On construit de nouvelles infrastructures sanitaires, notamment, par exemple, vous avez l'hôpital de référence ici, l'hôpital de référence à Maradi, etc. Vous avez des centres spécialisés qui sont en train d'être construits et autres. C'est beaucoup d'argent qu'on met dans la réalisation de ces infrastructures, dans leur équipement.
Mais la question que tout le monde doit se poser, est-ce que le citoyen ordinaire qui vit dans un quartier quelconque, qui vit dans un village, ou qui vit même dans un coin lointain comme Fachi, comme Dirkou, comme je ne sais pas, Ngourti, ou même à côté, dans le nord, Walam, vers Bani Bangou, etc. Lui là, de quelle façon il peut avoir accès à cette infrastructure? C'est pour qui on fait ça? Dès l'instant où déjà le prix pour accéder est élevé, etc. Donc, c'est comme on utilise les ressources publiques pour réaliser des choses auxquelles la plupart des gens n'auront pas accès. Ou par exemple dans certains secteurs, dans le domaine de l'éducation, par exemple, on va dire bon, on va faire des constructions, etc. Or, on sait que dans le domaine de l'éducation, l'élément essentiel, c'est d'abord l'enseignant. S'il y a un bon enseignant, bien formé, qui a toutes les compétences, et bien même si c'est sous un arbre, il peut donner des cours, les gens vont apprendre. Mais on peut faire de bonnes classes, etc., mais ça ne donne pas. Bon, d'ailleurs, dans le cadre du budget 2019, on constatera que, bon, pour une fois, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui sont inscrites là. Je ne suis pas contre la construction des classes, mais je vois que ce qui est prévu, c'est pour payer les arriérés antérieurs liés aux quelques infrastructures qui ont été réalisées. Et donc, la façon dont on répartit l'argent, ça pose problème. Si vous prenez dans un domaine comme celui de l'hydraulique, vous allez voir que l'essentiel de l'argent est dédié à faire des infrastructures d'hydraulique dans les centres urbains. Et plus spécifiquement à Niamey. Comme si le Niger se réduisait à ça et comme si les autres qui sont ailleurs, qui n'ont pas l'eau potable, etc., n'ont pas droit à ça. On voit d'abord le budget ne progresse pas beaucoup, mais l'essentiel de l'argent en fait est dépensé ici. C'est le cas dans beaucoup de secteurs. Et vous voyez par exemple le budget par exemple de la présidence, on peut s'amuser à regarder. Mais quand vous faites l'analyse du budget de la présidence, vous vous rendez compte que cela pose un problème de fond, même du point de vue de la gouvernance. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister à une présidentialisation de notre système politique. Donc une concentration de différents services. C'est pour ça que le budget fait un peu moins de 150 milliards. Mais on a créé une multitude d'institutions. C'est-à-dire dans des domaines où en fait, dans des secteurs où il y a déjà un ministère. Donc une agence de ceci, une agence de cela. Et donc on divertit l'argent public. Parce que le fait d'avoir une multiplicité d'institutions qui sont rattachées à la présidence, qui sont en fait des ministères bis, alors que le ministère du secteur est là, c'est des agences, c'est des autorités, c'est ceux-là qui sont créés. Et donc on met beaucoup d'argent, ça coûte plus cher de faire ça. Le même budget, on aurait été mieux avisé de le transférer à des ministères qui pourraient mieux gérer, ça va coûter moins cher. Mais non, on va amener, on crée, c'est-à-dire que dans le domaine des télécommunications, on a créé une agence. Et il y a le ministère des télécoms, mais l'agence est là et l'agence va avoir beaucoup d'argent. Vous avez le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, vous avez le Haut Commissariat à l'initiative 3N qui va gérer plusieurs milliards et qui est rattaché à la présidence. Vous prenez dans le secteur du commerce et autres, vous avez une institution, une agence par exemple pour la promotion des investissements privés qui est rattachée à la présidence, alors qu'il y a un ministère du commerce, etc., dont c'est le rôle traditionnellement de s'occuper de ces choses-là. Donc même le fait de créer une multitude d'institutions, ça fait qu'on dépense beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de choses vraiment élémentaires qu'il y a à voir et on espère que les députés en fait vont entendre raison cette fois-ci. En tout cas nous sommes en train de faire notre travail d'analyse. Une fois que ça sera terminé, on va rencontrer, comme on le fait chaque fois, on va rencontrer les députés pour leur présenter nos constats, nos remarques, etc., faire les suggestions de modifications. Parce que c'est quand même eux qui votent en dernière instance. Le gouvernement, lui, il a déjà dit qu'il ne dialogue pas. Et lui, il est dans une logique de rapport de force. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut rester dans sa logique de rapport de force. Mais dans tous les cas, le budget est voté par l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée donc qui est vraiment... sauf que le gouvernement peut
toutefois à travers le président de la République rejeter le budget, mais l'Assemblée peut modifier ce budget. Donc nous, on va aller vers cet interlocuteur-là, on va discuter, on va leur présenter, on va discuter avec eux, leur dire, bon, c'est vous en réalité qui avez le pouvoir et il est important que les Nigériens comprennent que leurs élus-là, notamment à un niveau inférieur, les parlementaires, c'est eux qui ont le couteau et la viande. S'ils veulent, ils peuvent changer tout ça. S'ils ne veulent pas, c'est eux. Donc on va leur faire cet exercice-là et on va les mettre devant leurs responsabilités. S'ils écoutent le peuple, alhamdulillah. S'ils n'écoutent pas, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Okay. Monsieur Moussa, revenez sur le terrain donc, de la lutte, notamment chaque 2 semaines vous organisez des journées d'action citoyenne et on constate en tout cas lors des 2 dernières manifestations un relâchement peut-être de la population de moins en moins au vu si on compare avec les toutes premières. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que la population est fatiguée de la façon dont vous êtes en train de mener le combat? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que j'ai fait le même constat que vous. Il faut absolument reconnaître que le niveau de mobilisation a quand même baissé par rapport à ce qu'on connaît au début. Il y a plusieurs explications à ça, n'est-ce pas? Et évidemment, une des explications, on peut toujours dire que les gens peut-être, voyant qu'en face ils ont un gouvernement qui dit qu'il ne va pas reculer, etc. Donc le gouvernement montre de la détermination, ça les impressionne et ça les décourage. Je comprends cette attitude-là. Et tout le monde n'est pas forcément persévérant. Mais les gens doivent comprendre que s'ils cèdent à cause de ça, s'ils se laissent impressionner par l'intransigeance du gouvernement, qui lui fait semblant de ne pas être impressionné par notre détermination à nous, eh bien, nous, on sera perdants, les Nigériens seront perdants. Donc, il serait mieux de ne pas être impressionné. Deuxième chose, vous savez, nous lançons des appels aux citoyens, on essaye de sensibiliser à des gens aussi qui pensent que, par exemple, l'année est finie, et bon, à quoi sert de lutter contre la loi des finances 2018, etc., qui ne comprennent pas que ce sont des mesures permanentes. Autre raison, vous avez aussi d'autres acteurs qui habituellement appellent les gens à participer aux manifs, etc., qui peut-être ne le font pas. Et il y a une sorte de campagne qui se mène, n'est-ce pas, pour dire que oui, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent et qui font qu'il y a des acteurs qui peut-être aujourd'hui ne soutiennent pas, ne mobilisent pas, n'encouragent pas les gens à participer. C'est le cas notamment des partis politiques, il faut le dire très clairement. Donc vous, cette situation, ce constat, ça ne vous amène pas à réfléchir à d'autres stratégies pour le combat? D'autres stratégies, vous savez, nous sommes en démocratie. La chose qu'on peut faire et qu'on a le droit de faire, même que là aussi on tente de nous empêcher, c'est vraiment de mobiliser les citoyens pour manifester. Ça, c'est ce qu'on peut faire. En dehors de ça, nous pouvons peut-être lancer des journées villes mortes et consorts, là où donc ça va coûter encore plus cher pour les gens, parce qu'ils vont abandonner leur activité, ils ne vont pas gagner leurs revenus journaliers, etc. C'est plus dur. C'est plus facile pour tout le monde de se mobiliser 1 heure, 2 heures, venir faire la manif et puis rentrer tranquillement chez soi avec la conscience claire et avec la conviction que qu'on le veuille ou non, on va finir par nous entendre si nous maintenons la pression et le rythme. En dehors de ça, je ne vois pas quelle stratégie on peut adopter. Bien sûr, on peut aussi se coucher chez soi et puis chaque soir, donc toute la population se met à crier ou à taper sur les casseroles. Cela aussi est possible, on va peut-être essayer ça. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que c'est pas forcément une question de stratégie. Les gens doivent comprendre qu'on n'a pas beaucoup de choix. On doit utiliser ces moyens-là pour mener le combat. Bien sûr, il y a des gens qui trouveraient que peut-être qu'il faut aller dans une logique de rapport de force et peut-être attaquer quelques symboles, etc. Mais pourquoi on le ferait? Ça servirait à quoi de faire? Alors que par ce moyen-là, pacifique, etc., il est possible
si nous avons une masse critique des gens qui se mobilisent de façon récurrente et régulière, on peut les déstabiliser. D'ailleurs, les marches là, on a vu que ça dérange le gouvernement. Aujourd'hui, s'il laisse les manifestations se faire, ben, c'est aussi parce qu'il subit une pression de partenaires et autres. C'est pas de gaieté de cœur, parce que ce que les gens trouvent comme banal, un peu machin là, bon, pour eux c'est quelque chose de grave et ça leur fait réellement peur. Vous avez entendu tous les discours qu'ils ont tenus. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer à faire le travail de mobilisation, le travail d'explication, parce que pour nous, il n'est pas question d'accepter ce qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire est très grave. Et c'est grave parce que on veut nous amener à accepter que la question du budget de l'État, des mesures fiscales, etc., c'est vraiment l'affaire exclusive du gouvernement et tout au plus de ses partenaires extérieurs avec lesquels ils discutent et au service duquel d'ailleurs ce gouvernement est. Donc ils considèrent que c'est seulement leur affaire et que nous, on n'a simplement qu'à suivre ce qu'ils décident. Ça là, on ne va jamais accepter. Ok, donc depuis hier, Moussa, peut-être pour finir avec vous, un communiqué de presse circule sur les réseaux sociaux relativement à l'élection du nouveau président du FDR. Et qu'en est-il exactement de ce communiqué de presse? Vous reconnaissez son authentification? Non, je sais que c'est signé par quelqu'un qui était avec nous et qui, depuis un certain moment, s'est mis totalement de côté. Vous savez, pendant notre détention, il y a eu des discussions entre certains acteurs de la société civile et puis les partis politiques, notamment de l'opposition, pour dire bon, il faut conjuguer les efforts et mettre en place un cadre commun, un front, etc. Quelque chose d'un peu organique. Quand on est sorti de prison, on a vu les documents, etc., tout ça. Et nous avons dit, nous n'avons pas intérêt à faire un cadre organique avec les partis politiques. On n'a pas besoin. Ça ne procède d'aucune nécessité de faire ça. Ce n'est pas le principe d'être avec des partis politiques qui nous cause problème, parce que c'est quand même arrivé plusieurs fois dans l'histoire du pays, où des organisations syndicales, de la société civile, etc., se retrouvent avec des partis politiques lorsqu'il y a une nécessité et lorsque tout le monde pense qu'il faut aller vers ça pour réaliser quelque chose. Nous, on ne voit pas la nécessité de faire ça. Parce qu'on veut rester dans un cadre vraiment de combat citoyen qui concerne tout le monde, même si de fait, on sait que les gens qui vont le plus participer, ce sont quand même ceux qui se reconnaissent peut-être à travers les partis de l'opposition. Il y a quelques gens qui ne se reconnaissent pas dans l'opposition, qui se reconnaissent peut-être plus dans les partis de la majorité qui participent. Et vous avez aussi des gens qui sont sans parti politique. Donc, voilà, donc, si je comprends, le cadre de concertation, le CCAC, n'appartient à aucun front politique. Non, nous, on n'appartient à aucun front politique. Là, on a été très clair et on a dit, nous n'avons pas d'hostilité particulière vis-à-vis des partis. Ce n'est pas contre eux. Même les partis de la majorité, ça ne s'adresse pas, ce n'est pas contre eux. Nous considérons qu'il y a un combat à mener. Ce combat et les questions qui sont mises en avant, c'est des questions qui concernent tous les citoyens, indépendamment de tout bord politique. Et que donc, tout le monde qui veut doit pouvoir se mobiliser en tant que citoyen pour venir à ces manifestations. Donc, bien sûr, les camarades auxquels tu fais allusion ont fait leur truc, ils se sont mis de côté, ils sont mécontents. Pourquoi on n'a pas fait un front organique avec les partis politiques de l'opposition? Et peut-être certains partis eux-mêmes ne sont pas très contents parce qu'ils pensent que cela aurait été mieux, etc. Et donc, puisqu'on n'a pas voulu ça, certains ont envie de nous montrer que, bon, si eux n'appellent pas les gens à se mobiliser et si ils donnent des mots d'ordre même de rester chez eux en disant nous ça ne nous concerne pas, que les gens ne vont peut-être pas venir, et certains pensent qu'il faut utiliser ce moyen pour montrer leur importance dans l'espoir peut-être que ça va nous amener à faire ce qu'on n'a pas voulu, à savoir faire un front.
on ne fera pas de front de façon organique avec les partis politiques, quel que soit par ailleurs ce qu'ils ont pour insister, on ne le fera pas. On n'a pas d'hostilité contre eux. On les invitera toujours, eux et leurs militants, à participer à nos actions. Et nos actions sont des actions qui vont dans l'intérêt général, dans l'intérêt de tout le monde. Et nous pensons que même ceux qui se reconnaissent dans les partis de la majorité ont intérêt à venir, parce que les questions qui sont posées, ce sont des questions qui touchent à la vie des gens. Et les gens, d'une manière générale, ont à choisir. Voilà des questions qui touchent à ta vie, à ton quotidien, des questions qui touchent à la vie, à la survie, à la souveraineté de ton pays, lorsqu'on parle des bases militaires, etc. Les gens n'ont qu'à se déterminer en tant que personne, en tant que citoyen, à venir. S'ils pensent que, parce qu'on n'a pas fait un front organique avec des partis politiques, ils estiment que ce combat ne mérite pas d'être mené, et que eux, toute chose dans laquelle les partis politiques ne sont pas là, en assumant un rôle de premier plan, ils ne vont pas se reconnaître, eh bien, nous on constatera que c'est le choix peut-être de la plupart des gens, mais je peux vous dire que nous, Inch'Allah, ça ne sera jamais notre choix, et nous on se mobilise sans esprit partisan autour d'un certain nombre de questions pour lesquelles on est prêt à tous les sacrifices, et je suis persuadé qu'il y aura des milliers et des milliers de Nigériens qui vont comprendre, et je suis aussi persuadé que même les partis politiques vont finir par comprendre aussi que nous ne sommes pas contre eux, nous luttons pour quelque chose de concret, et que laisser œuvrer à l'échec de ce combat-là, d'ailleurs ça ne va pas échouer, mais contribuer à l'essoufflement du mouvement, ou à la réduction du nombre de gens qui y participent, c'est une façon de renforcer le pouvoir en place, c'est une façon d'encourager la logique autoritaire que ce régime veut mettre en place. Et bien tout celui qui le fait, il faut au moins dans Allah qu'il ait le courage de reconnaître qu'en fait lui, il veut que ce régime se maintienne, qu'il se renforce et qu'il puisse réaliser son projet autoritaire et son projet de liquidation de ce pays. Le gars n'a qu'à sortir pour dire ça clairement. S'il peut le dire, voilà, nous on va même l'applaudir, parce que au moins on aura créé une situation où plus personne ne peut se cacher. Tu choisis entre défendre ce qui touche à la vie des gens, les intérêts des gens, défendre la souveraineté du pays, ou alors tu soutiens le régime. Si tu veux ceux qui le soutiennent, ils peuvent même les rejoindre, la porte est ouverte, et d'ailleurs ces gens sont prêts même à payer tout celui qui veut les rejoindre. Donc celui qui veut aller, on peut même le payer pour aller, donc il n'a qu'à aller. Merci Moussa Tchangari, le temps est imparti, et merci d'avoir accepté notre invitation. On a parlé avec vous de la situation ou du combat que vous êtes en train de faire depuis bientôt un an contre la loi des finances 2018 et bientôt la nouvelle loi encore 2019. Donc vous aurez encore donc beaucoup de choses à faire, Moussa Tchangari, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette édition donc sur la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous, et bon début de semaine. Au revoir. Merci.